Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Nous voici pour un nouvel épisode. On est toujours dans le cadre des émotions, Oui. Puisqu'on a décidé de consacrer une série de podcasts aux émotions qui sont omniprésentes. Une émotion qu'on ressent souvent mais qu'on essaye de refouler, c'est la colère. Oui, La on croit qu'elle n'est pas bonne. Alors que la colère peut être très utile parce qu'elle peut être une source de mise en mouvement, ça peut être l'occasion de nous servir de levier d'une ou l'autre situation. Mais c'est vrai que souvent on voit la colère comme quelque chose de très négatif, c'est très culturel, ça fait partie de notre société aussi de voir la colère, c'est quelque chose qu'on refoule, qu'on montre surtout pas. Déjà, on montre pas beaucoup nos émotions, mais alors la colère sûrement pas. Les enfants apprennent qu'on ne peut pas être en colère. Les parents souvent disent calme-toi. Oui. C'est comme un mot qui revient beaucoup. Les parents vont dire tu vas te calmer dans ta chambre, tu vas te calmer, etc. Et donc on apprend effectivement depuis tout petit que c'est pas bien d'être en colère et de ressentir cette émotion-là. Alors que ça peut être tellement libérateur de laisser exploser la colère et de ressentir en fait après un soulagement. Mais bon, c'est pas si facile à faire ressortir. Non, souvent on la retient, on en a même honte. Enfin voilà, elle crée d'autres émotions. On en a peur aussi. Des personnes qui ont peur de leur colère puisque peur de comment ils pourraient, je sais pas moi, devenir violents peut-être aussi. Parce que le risque que l'on prend en cachant sa colère et en la minimisant ou en se disant voilà je peux pas la montrer, c'est qu'en fait elles prennent de plus en plus d'ampleur. Et qu'on explose. Et comme on le dit, les émotions ont une utilité et donc elle a un message à nous transmettre, cette colère, mais on n'écoute pas le message, on l'endort. Mais il est là, et la colère veut toujours s'exprimer, et le risque qu'on prend, c'est effectivement que ça grandisse, J'ai ce livre en tête que je racontais souvent à mes enfants, qui s'appelle La grosse colère, et c'est vraiment l'image, en fait, d'un petit enfant qui grossit, qui devient rouge, qui devient énorme, et qui finit par exploser, et qui en fait arrive à apaiser cette colère une fois qu'elle a explosé, et à l'apprivoiser. À quoi sert la colère ? Je suis étonnée du nombre de personnes qui disent rien, c'est pas bon, c'est mauvais, ça me fait du mal à moi, et puis je risque de faire du mal aux autres. Alors qu'en fait, la colère, elle vient le plus souvent quand il y a une injustice, quelque chose qui n'est pas OK pour nous, et elle a comme utilité, en fait, de défendre notre territoire, de nous faire respecter. C'est comme si on marche sur mes plates-bandes, il faut que je puisse dire stop, quoi. Et si j'ai pas la colère qui vient et qui me permet de mettre ces limites-là, je vais me faire écraser. Et c'est pour ça que c'est important de reconnaître la justesse de la colère, par exemple chez les enfants, et pour nous aussi adultes, et de s'autoriser à ressentir de la colère. Après, c'est pas pour ça qu'on peut faire n'importe quoi avec la colère. Mais le risque, comme tu le disais, c'est qu'en l'emmagasinant, justement, à un moment, elle nous fait faire n'importe quoi parce qu'on perd le contrôle total de notre colère puisqu'on l'a pas écoutée. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant évidemment de se dire là je ressens de la colère, c'est pas juste, ma collègue a réagi d'une manière qui est pas juste pour moi, et du coup comment est-ce que je vais dire, comment est-ce que je vais utiliser ce que j'ai ressenti là pour me faire respecter, mettre des limites, dire, et non pas garder à l'intérieur, parce que souvent la colère, c'est le gros problème de la colère, souvent quand les gens consultent avec la colère, c'est qu'ils ruminent, et c'est tout ce côté rumination qui est très très présent dans la colère. Donc, ce qui veut dire que, encore une fois, comme on a tendance à ruminer, il va falloir faire le contraire de cela et donc l'exprimer et la faire ressortir. Comment l'exprimer alors sans que ça explose ? D'abord,
le plus tôt possible, comme je disais, parce que c'est vrai que, comme le petit garçon dans ton livre, c'est-à-dire que s'il avait exprimé plus tôt, il n'aurait peut-être pas dû exploser à tel point. Là, il emmagasine, c'est un peu le seau qui se remplit, et puis tout d'un coup, une goutte d'eau de peut-être quelqu'un qui ne nous met pas souvent en colère, et c'est cette personne-là qui va tout se prendre. Souvent, je trouve, on remarque que, par exemple, les enfants vont prendre une colère qui est peut-être destinée au boulot, des choses comme ça, parce que eux nous contrarient et qu'avec eux, on se permet ce qu'on ne se permet pas au boulot parce qu'on se retient, parce qu'on pense que c'est mieux de montrer une image, voilà. Or qu'une image de quelqu'un qui met ses limites, c'est important aussi, c'est intéressant aussi, et ça peut même être valorisé comme un futur manager parce qu'il est capable de montrer qu'il n'est pas d'accord par rapport à des gens qui vont tout le temps prendre sur eux et se montrer plus soumis. Donc en fait, la colère, sous une... J'ai envie de dire, quand elle est présentée d'une jolie manière, quand elle est exprimée correctement, et donc qu'on n'est pas soumis à la colère, mais qu'on l'utilise à bon escient, en fait, peut être aussi quelque chose de vraiment chouette et en plus de sain, puisque c'est ce que je ressens. Je me dis, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, soit je l'avale et je vais y penser toute la soirée chez moi, soit je le dis et je mets la limite et j'exprime. Et même si après c'est pas respecté, au moins je l'aurais dit. Et c'est déjà autre chose. Si c'est pas respecté, la responsabilité est un peu chez l'autre à ce moment-là. Alors ça peut mettre en colère quand même. Hein. Et identifier sa colère est aussi quelque chose qu'on ne fait pas toujours et qui est essentiel parce que quand on l'a identifié, on peut aussi l'exprimer de façon posée, parce qu'on a toujours l'impression que la colère est liée à une explosion. Alors il y a l'explosion parce que accumulation, ou il y a l'explosion parce que on a l'impression que verbalement la colère doit être exprimée plus fortement ou de façon vindicative, ce qui n'est pas forcément le cas. Et quand on a identifié cette colère, qu'on a su mettre des mots dessus, on peut l'exprimer en fait de façon beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus posée, avec la chance d'être mieux entendue. Peut-être. Alors ça, c'est un peu le deuxième point, c'est qu'on a des colères. Donc la colère, elle est utile pour remettre nos limites, je disais, pour se faire respecter, mais avec certaines personnes, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a des personnes avec qui on sait déjà qu'on ne sera pas plus respecté en le disant. Il y a des personnes qui sont décédées, contre qui on est en colère aussi, à certains moments. Donc, l'exprimer, oui, mais on va pas avoir... Et donc, ça va être important aussi de la sortir de soi, même si on ne va pas pouvoir en faire son premier usage, je dirais, et pouvoir vraiment faire en sorte d'être plus respecté, mais au moins qu'elle sorte et qu'on ne l'accumule pas. De nouveau, je trouve l'image du petit garçon est tout à fait bonne, parce que, plutôt que de l'accumuler, de devenir tout rouge et d'exploser sur n'importe qui, n'importe comment, si je suis très en colère je pense à une de mes patientes sur mon père décédé, parce qu'après son décès, j'ai appris que il avait fait des choses que je ne savais pas avant, donc j'ai jamais pu lui dire, et j'ai cette colère qui est là. C'est vraiment important de pouvoir en faire quelque chose. Et donc, on va proposer, tu peux peut-être dire des choses. Oui, donc à ce moment-là, comme on ne peut pas l'exprimer, puisque dans l'exemple que tu donnes, la personne est décédée, mais on va pouvoir, par exemple, lui proposer d'écrire et de faire ressortir alors cette émotion à l'écrit. Alors, des lettres de colère ou des textes qu'on écrit comme ça ne doivent pas forcément être relus. Le but, c'est d'extérioriser et c'est de le sortir. Et si on ne peut pas le faire verbalement face à la personne qui est absente, on peut le faire par écrit pour que ça sorte de soi. C'est ça. Et donc, je dirais même, ne doivent absolument pas être relus. Donc, surtout ne pas relire, parce que sinon, on reprend... moi, je prends souvent l'image, elle n'est pas très jolie, elle n'est pas très sexy, mais je prends souvent l'image de... la colère, c'est comme quelque chose qu'on n'aurait pas digéré. On mange un aliment, on ne le digère pas, et on ne se sent pas bien. On sent comme ça qu'on a l'estomac lourd, que ça ne va pas, etc. Et une des choses qui aide, c'est de vomir. Et quelque part, la lettre de colère, c'est un peu vomir sa colère. Et on ne remange pas sans vomi. Alors, c'est pas sexy du tout, hein, je l'avais dit. Mais en même temps, moi, je le dis comme ça, je le dis comme ça à mes patients parce que ça fait très répulsif et c'est très parlant. Et on se dit, oui, c'est vrai. Et donc, je dis, allez-y, mais écrivez vraiment
Je vais reprendre l'exemple d'un père qui aurait fait un truc, aurait été violent, par exemple. Enfin, j'ai appris après qu'il était violent avec ma mère, par exemple. Mais je vais écrire, je peux écrire cher papa, ou bien je peux écrire espèce de gros salopard, etc. Et vraiment y aller, me lâcher, dire oui, j'ai appris tout ce que tu as fait, tac, tac, tac. Alors, moi, je conseille souvent de mettre tous les reproches et puis de mettre j'aimerais bien, si je pouvais, te crever les yeux, te faire ça, te faire ça, te faire ça, pour quelque part refaire une espèce de justice à travers cette lettre. Et donc, vraiment, voilà, si vous qui écoutez, vous avez comme ça des colères qui ne peuvent pas être exprimées parce que c'est par rapport à quelqu'un de décédé ou bien par exemple à un manager ou à Ça se fait un pas, N+2, on on peut pas aller on se met dire en tout ce risque, qu'on pense. c'est dangereux, et là on écoute un peu la peur, voilà, parce qu'il y a une peur de cracher la colère à la figure d'un manager, et donc cette peur nous retient, mais elle ne doit pas nous obliger à l'avaler, cette colère. On peut quand même alors la diriger vers l'extérieur, mais donc à travers une lettre. Alors si on n'aime pas écrire, il y a d'autres moyens. Oui. Il y a, ça peut être un punching ball, hein, et moi je conseille même alors de dessiner rapidement le visage du manager, coller ça sur le punching ball et taper dedans jusqu'au moment où ça s'effrite en 1000 morceaux et qu'on a complètement démoli son image en frappant. Alors, ça paraît un peu bizarre, on peut le faire avec un coussin aussi, hein, coller l'image sur un coussin avec du papier collant et puis y aller jusqu'à quand voilà, c'est déchiqueté. Simplement taper dans le coussin peut faire du bien aussi, mais le fait de diriger contre la bonne personne, finalement, est encore plus soulageant. Alors, voilà, je conseille parfois aux jeunes, ils n'aiment pas trop écrire, donc les lettres de colère, c'est pas trop leur truc, mais d'écrire le nom sur du papier de toilette qu'on utilise après. Donc voilà, le nom de la personne. Donc voilà, c'est un peu. On n'est pas dans ce sera pas le podcast le plus, le plus clean. Voilà. Mais en même temps, voilà, la colère, quand elle doit sortir, c'est important qu'elle sorte. Et donc, il y a pas mal de moyens qui existent pour le faire. Par exemple, choisir un arbre sur lequel on déverse la colère qu'on dirigerait vers quelqu'un si on a envie plutôt de la crier, aller dans la forêt. Il y a des gens qui font ça dans leur voiture, qui vont crier dans leur voiture parce que là, on dérange personne, on n'a pas la gêne d'être entendu, voilà, exactement. Et donc voilà, mais en tout cas, l'important c'est qu'elle sorte. Idéalement, qu'elle sorte pour réguler les choses, donc rééquilibrer une situation. Donc comme je disais, si c'est ma collègue qui vient tout le temps me piquer, une agrafeuse, un truc, et que chaque fois je dois aller chercher son bureau une fois, deux fois, trois fois, à la fin j'en ai marre, je sens que ça m'énerve. Idéalement, pouvoir le dire, c'est quand même le mieux, parce qu'on régule dans notre jargon la relation, c'est-à-dire que voilà, ça va permettre qu'elle puisse faire un effort, si elle est capable de le faire. Ici, en tout cas, au moins utiliser cette colère à bon escient. Maintenant, quand c'est pas possible, parce que c'est le manager et que je peux pas me permettre, parce que c'est voilà, quelqu'un qui n'est plus là, parce que c'est quelqu'un même, enfin, qui n'est plus là, ça peut être décédé, mais ça peut aussi être de mon ancien boulot, mon ancien manager, et j'ai pas accès à cette personne-là pour lui dire les choses. Et puis de toute façon, ça n'échange rien, au moins que moi je puisse me nettoyer, en fait, en quelque sorte, cette colère, pour de nouveau mieux digérer après les belles choses de la vie. Et aller de l'avant. Et avancer, exact. La colère, elle peut être accompagnée aussi d'autres émotions, que ce soit la peur, la tristesse, le dégoût aussi. Oui, voilà. tout à fait. Et là, à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que elle peut vraiment agir comme un levier par rapport à un problème dans lequel on est empêtré. Ça peut nous aider à sortir d'une situation. Quelqu'un qui se fait harceler est à la fois dans la peur de l'autre qui le harcèle, qui le critique, qui se moque, enfin voilà, qui le diminue en permanence, et à la fois probablement, enfin très souvent, il y a de la colère, effectivement, qui est derrière aussi, qui est avalée parce que j'ai peur, donc surtout. Et la colère peut être effectivement un levier pour réagir différemment, et que plutôt que de me planquer par rapport à la personne, me positionner autrement, qui fait que le harceleur ne pourra pas continuer de la même manière, parce qu'il sentira qu'il y a des limites qui sont là. Et donc on est de nouveau sur la colère qui permet de mettre nos limites et se faire respecter. Oui, la colère est une émotion, contrairement à la peur qui, en général, nous tétanise et nous empêche d'agir. La colère, en général, elle nous donne plutôt une pulsion d'énergie qui fait agir. Et donc, tu as tout à fait raison, que ça vaut la peine de l'utiliser. Et ça, quand on accompagne quelqu'un en coaching, en thérapie, on va utiliser cette émotion de colère qui parfois est très en sourdine. Et inversement, parfois, la colère est très fort mise en avant. Et puis, une fois qu'on l'a travaillée, la colère,
c'est la tristesse qui apparaît derrière. Dans les deuils, souvent c'est comme ça. Il y a d'abord la colère de l'injustice, de la perte de la personne, etc. Et puis une fois qu'on est derrière la colère, en fait c'est le vide, c'est la tristesse. Et la tristesse, c'est justement l'objet du podcast de la semaine prochaine. C'est vrai. Voilà, on va essayer de décoder, avec ou sans colère, ce que la tristesse a comme message à nous transmettre. Exact. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à vous abonner au podcast Virage sur votre application de podcast préférée pour ne rien perdre des précieux conseils du mercredi matin.